On va continuer. Je vais d'abord donner la parole à Bénédicte Velle. Bonjour. On reprend pour cet après-midi. Je vais présenter Ariel Ada, que nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci Ariel de vous joindre à nous. Alors Ariel Ada, que probablement la grande majorité d'entre vous connaissez déjà, est psychologue clinicienne depuis plus de 40 ans. Elle a été psychologue dans un institut de sourds, dans un cabinet de recrutement et psychologue de Mensa France pendant une vingtaine d'années. Depuis 1985, elle s'est particulièrement intéressée à tout ce qui est personnes douées, HPI, aux enfants et aux adultes, et elle y consacre la majorité de son temps. Elle a fait de nombreuses conférences sur le sujet, participé à des colloques, des congrès, partout, en France comme à l'étranger. Et puis bien évidemment, elle est auteure de plusieurs livres sur le sujet. Alors parmi ces livres, je peux citer le livre de l'enfant doué, un autre livre qui est L'enfant doué, l'intelligence réconciliée chez Odile Jacob, coécrit avec Hélène Catrou, ou encore Adulte sensible doué, trouver sa place au travail, donc le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et s'épanouir, toujours chez Odile Jacob, et en coécriture avec Thierry Brunel. Et enfin, en 2018, le livre Psychologie des enfants très doués, chez Odile Jacob. Je laisse la parole à Ariel Ada. Alors, quand on entend ce CV, c'est impressionnant. En fait, non, j'ai surtout travaillé dans des centres de consultation, des CMP, CMPP, pour enfants et pour adultes. J'ai surtout travaillé là, constamment. Le reste, c'était plus ponctuel. Alors, donc, depuis, on s'intéresse aux adultes doués au travail depuis finalement très peu de temps. En préparant cette conférence, je me suis aperçue que ça ne remonte pas très loin. Même si le livre Adulte au travail a l'air d'être paru en 2015, mais en fin de compte, c'était un marchandage avec Odile Jacob qui ne voulait pas on parle des adultes doués uniquement parce que ça faisait la concurrence à un autre livre. Donc on a dit bon, on travaille, et puis j'ai rajouté des choses. Mais j'ai écrit pendant 7 ans ce livre, tout ce que je pensais des adultes, tout ce qui me venait à l'esprit, tout ce que je pouvais trouver en réfléchissant. Et adulte au travail, ça ne venait pas tellement. Donc, comme on vous l'a dit, j'ai été psychologue de Mensa France, et à chaque assemblée générale, je pensais que c'était mieux de prendre la parole. Alors je ne prenais pas la parole très longtemps, c'était pas un colloque, hein. Je parlais un quart d'heure, maxi 20 minutes peut-être, enfin ça dépendait de l'ordre du jour. Mais je ne parlais pas du tout des problèmes de travail. Je parlais de l'image de soi, de la difficulté sociale, des relations sociales, amicales, amoureuses, de l'image de soi. Je parlais de ces choses-là et pas du tout de l'adulte au travail. Et même, j'ai l'impression que les gens que je voyais en consultation ne parlaient pas tellement de problèmes de travail. Ils parlaient de problèmes ponctuels, mais qui étaient des relations de personnes, mais pas de problèmes de travail global. Alors, je pensais, je crois, et on pensait souvent, que finalement, on est protégé par sa fonction. Enfin, on était, puisque apparemment c'est pas ça, on était protégé par sa fonction. C'est-à-dire que quand on va à son travail, on a une étiquette, on a un badge, et ce badge est protecteur. On dit si c'est la DRH, si c'est le comptable, à l'extérieur, on ne va pas dire vous allez voir madame quelque chose, ou monsieur, on ne va pas dire ça, parce que ça ne dira rien à personne. On mentionne les gens par leur fonction. Donc, ils sont protégés. Et c'est par cette fonction. Et en principe, je parle d'armure pour les adultes. Hein. Je dis, les adultes ont besoin d'une armure pour affronter le monde. Et tout le monde, plus ou moins, mais enfin, elle doit être plus épaisse pour les gens doués. Et ce badge pouvait fonctionner comme armure. Et de fait, je me souviens, il y a très longtemps, j'avais vu comme client un monsieur, qui devait avoir une trentaine d'années, qui était complètement phobique. Une fois chez lui, il ne pouvait pas descendre acheter du pain, c'était pas possible. Enfin, c'était quelque chose. Et il était représentant à l'époque pour des maisons d'édition. C'était même plusieurs maisons d'édition. Et dans son travail, il était formidable. Il allait au restaurant avec les clients, il était un excellent représentant.
Mais la différence, enfin, donc, aujourd'hui, dans sa fonction, il n'était plus du tout phobique. Et alors que chez lui, c'était ultra phobique. Il ne pouvait pas aller au cinéma, il fallait qu'il soit près de la sortie, il ne pouvait pas tenir. C'est passé après. Alors du coup, quand il a été mieux, il est devenu représentant international. Il a voyagé dans le monde entier. Donc c'était réussi. Et j'ai regretté parce qu'il m'a apporté des livres de science-fiction, parce que bon, et j'ai regretté, c'était bien. Enfin, on ne peut pas tout avoir, mais qui guérisse. Donc, c'est cet exemple qui m'est revenu là, ça prouve que le badge peut quand même protéger, mais peut-être pas suffisamment. Et peut-être que maintenant, les relations sont plus facilement perverses, sont plus empreintes de perversité, j'ai l'impression. C'est plus difficile de se défendre. Alors évidemment, dans l'équipe idéale pour le travail, c'est quelqu'un qui est doué, qui recrute des collaborateurs qui sont forcément doués, parce que ça se fait tout de suite. Les gens doués se reconnaissent entre eux. Vous en savez quelque chose. Ça se reconnaît tout de suite. Entraîne pas. Donc il embauche des gens doués, et ça fait une équipe magnifique. Tout le monde s'entend bien. Enfin, il y a le caractère, mais on fait aussi attention au caractère. Tout le monde s'entend bien, et c'est formidable. Et puis voilà, le chef change, il est nommé ailleurs, et c'est la catastrophe pour celui qui le remplace. Parce qu'il a une équipe qui est douée, peut-être plus douée que lui. Et d'autre part, la mentalité est telle qu'on a tendance à ne pas ménager la hiérarchie. On peut être charitable pour les gens en dessous, mais on n'est pas charitable pour les gens au-dessus. On a tendance à ne pas les ménager. Alors ces équipes idéales, elles sont momentanées, mais après ça peut devenir très désagréable, surtout pour celui qui est au-dessus. Alors quand les gens doués rentrent dans la vie professionnelle, ils attendent avec plaisir l'impatience de se mettre à l'épreuve, de pouvoir donner leurs mesures, de pouvoir enfin faire quelque chose, eux. Alors, ils ont été stagiaires, mais les stagiaires, soit ils sont chouchoutés, soit ils font des photocopies, on les traite comme rien du tout. Mais ils ne sont pas encore adultes, ils sont pas eux-mêmes. Et là, ils vont relever des défis. C'est comme ça qu'ils voient l'entrée dans la vie professionnelle, relever des défis. Et les gens doués ont besoin de relever des défis, sinon ils dépérissent, tout simplement. Et d'ailleurs, ce besoin, je connais des Mensa qui font, je ne sais pas si vous avez entendu, moi je ne connaissais pas, j'ai connu comme ça par eux, ça s'appelle Spartan Race. C'est des jeux, enfin c'est un triathlon, mais l'entraînement c'est des entraînements de commando, c'est quelque chose de très 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 difficile. Et d'ailleurs, les Mensa qui ont fait ça, ils avaient le logo Mensa sur eux, ils ont porté la gloire de Mensa, mais c'est très très... Voilà, ça c'est des défis à relever. Vraiment, on est à l'épreuve, il n'y a pas de cadeau, et quand on l'emporte, on est vraiment heureux, vraiment content. Quand on a réussi, quand on était jusqu'au bout, on est vraiment heureux. Alors, jusque-là, les gens ont toujours été avec des pairs, jusqu'à temps qu'ils soient confrontés à un monde plus hétérogènes, ils ont toujours été avec des pairs, et même quand ils faisaient des petits boulots, vous pouvez savoir que, enfin, ça peut être par exemple dans les McDo, il y a des moments où ils sont tous à bac plus 5, parce que c'est des boulots temporaires, il y a une distance, donc ça va. J'avais vu une fois une jeune femme qui était momentanément ouvreuse, parce qu'elle avait un métier, ouvreuse de cinéma, elle m'avait dit, mais on est tous bac plus 5, donc ça fait des équipes assez curieuses. Et parfois vous voyez les caissières, les caissiers, des gens comme ça, tout d'un coup vous voyez que vous échangez avec eux de façon assez étonnante. Et là, les gens ne sont pas entamés par leur travail parce que c'est momentané, c'est pas eux. Ils font ça pour gagner un peu d'argent, pour gagner de l'argent, c'est tout. Et c'est vraiment le petit boulot. Et quand ce qui se passe souvent, quand ils démarrent, alors qu'ils sont pleins d'enthousiasme, qu'ils veulent faire leurs preuves, ça se rétrécit à toute vitesse. Leur univers se rétrécit vraiment tout de suite. Et alors, en préparant, il y a une image qui m'est venue qui est complètement désespérante, vous allez voir. C'est, on imagine des dunes à l'infini, et si on prend de la hauteur, on voit que les dunes ne cessent pas, et qu'on va passer sa vie à franchir ces dunes,
sans arriver nulle part. Enfin, je trouve c'est vraiment une image désespérante, mais on peut avoir cette image quand on entreprend plein d'enthousiasme quelque chose et on s'aperçoit que même si on grimpe un peu dans la hiérarchie, ça sera pas mieux, il y aura plus de responsabilités, mais ça sera pas plus intéressant. C'est tellement désespérant qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Ils ne peuvent pas. Ils se disent non, c'est pas possible, je ne peux pas, je ne pourrai jamais faire ça. Ils arrêtent, ils font autre chose. S'ils peuvent, ils reprennent des études. Alors je vois des gens qui reprennent des études le soir, c'est un peu contraignant, il faut avoir du temps. Fonctionnaires, c'est bien parce qu'on leur donne on leur donne des heures. Et puis ils sont payés un peu moins, mais ils sont quand même payés, enfin c'est plus pratique. Mais ils reprennent des études et les gens doués ont souvent, je suis épatée, ils ont passé des diplômes, ils passent des quantités de diplômes, je me demande, je suis en admiration parce que c'est les choses les plus diverses et ils réussissent, mais après ils ne savent plus quoi faire, mais enfin ça fait beaucoup de cordes à leur arc, ils peuvent changer comme ça. Et alors on dit maintenant, j'avais été interrogée par une jeune femme coach dont je n'ai jamais retrouvé le nom. En préparant, j'ai cherché le nom, je n'ai pas retrouvé. Elle m'a interviewée parce qu'elle a écrit un livre sur les slasheurs. Slasheurs, slasheuses, donc le slash là. Et parce que les gens changent de métier et elle pensait que c'était les gens doués qui étaient plus volontiers, qui changeaient plus volontiers, ce que je pense aussi. Et alors elle m'avait envoyé son questionnaire. Moi, bien sûr, pas du tout. Moi, je suis psychologue depuis toujours. Ça fait si longtemps que j'ai l'impression que j'ai rien fait d'autre. Donc, j'ai rien slashé du tout. Mais là, alors, donc elle dit, donc l'intervention, c'est quel est votre fil conducteur, qu'est-ce que ça raconte de vous, considérez-vous que ça vous fragilise. Mais ce qu'elle cite, c'est, voilà, je vous lis, les slasheurs, ces actifs cumulant plusieurs métiers en parallèle, seraient actuellement plus de 4 millions en France selon l'étude du Salon des micro-entreprises, publiée en octobre 2016, donc c'est pas si vieux, et représenteraient ainsi 16% de la population active. Mais si l'on en croit d'une part les experts du travail, les sociologues et l'OCDE, qui dans un dernier rapport annoncent que les nouvelles générations feront 14 métiers différents dans leur vie, et d'autre part les jeunes générations nées dans les années 90, qui à 75% souhaitent travailler à leur compte, ces chiffres risquent de suivre une évolution exponentielle. Un peu long. Et je crois que les adultes doués sont en plein dedans, parce que ça permet ça donne de l'espoir. Ils ne sont pas enfermés dans une petite boîte où ils vont se cogner contre les parois jusqu'à toujours, et c'est pas possible. Et alors, ce qui se passe, oui, alors ceux qui changent comme ça, on aurait tendance à dire qu'ils sont hyperactifs. Mais je crois pas. Je crois que l'ennui qui vient si vite, il est justifié. C'est vraiment ce désir de faire des choses, de créer, d'innover. S'il est contraint, ça ne fonctionne pas. C'est pas. Mais on aurait tendance à dire hyperactif. Mais vous savez, on a toujours tendance à qualifier négativement une qualité. On dit oui, mais il y a quelque chose derrière. Même pour les gens doués, on dit oui, ils sont doués, mais il y a encore des choses derrière. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour ces gens doués, ils se heurtent à des malentendus. Et ça, un malentendu, c'est quelque chose qui va parsemer la vie des gens doués, et au travail, c'est encore plus pénible. Et je dis souvent, tellement entendu le dire, que les jeunes enfants doués, bien sûr, les jeunes enfants et les jolies femmes, partagent en commun le fait de ne pas être compris. Ils disent des choses intelligentes, comme on ne s'attend absolument pas à ce qu'un jeune enfant ou une jolie femme dise quelque chose d'intelligent, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et plus ils essayent d'expliquer, et plus ils s'enfoncent. Je suis sûre que vous avez l'expérience de quand vous essayez d'expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne peut pas comprendre, vous essayez d'expliquer, de justifier, de remonter loin, il n'y a rien à faire. Le malentendu se creuse et jusqu'à ce que l'autre se mette en colère ou devienne agressif. Enfin, c'est épouvantable. Et ça, c'est vrai pour les jeunes enfants. Ils ont 3 ans, ils disent des choses fantastiques. Si vous en avez, vous en avez eu qui a eu 3 ans, vous en voyez autour de vous. Ils disent des choses fantastiques quand ils sont doués. Ils sont drôles, ils ont de l'humour, ils posent des questions. Mais si on n'imagine pas qu'ils peuvent le faire, on ne les comprend pas du tout. On dit, mais ils sont complètement idiots. Qu'est-ce que c'est? C'est du délire. Alors les jolies femmes, n'en parlons pas.
Marilyn Monroe disait, alors j'ai plus la citation exacte, mais elle disait il faut avoir l'air idiote quand on est une jolie femme, sinon on fait peur aux hommes. Je ne sais pas exact, c'est pas la citation mot à mot, mais c'est l'idée. Hein. Et en même temps, donc je reviens aux gens doués avec ces malentendus. Là j'ai pris des cas extrêmes, mais avec ces malentendus, et les gens sont sûrs d'avoir raison. Ces gens qui ne comprennent pas sont sûrs d'avoir raison. Ils sont ancrés là-dedans, dans leur certitude, il n'y a rien à faire, ils ont raison. C'est un peu désespérant. Pour les gens qui travaillent comme ça, qui sont coincés là-dedans, c'est un peu désespérant. Mais bon, ils ont l'habitude aussi que les enfants ont l'habitude, ça s'est passé avec les maîtresses, les maîtres d'école, ça s'est passé avec les parents, ça s'est passé avec certains amis, de ne pas être compris. C'est l'habitude, mais enfin, on pouvait toujours espérer que dans un monde professionnel, avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, ça irait mieux. Non, ça va pas mieux. Et alors en même temps, c'est dans cette plongée brutale, avec cette image de nouveau, parce que je vois beaucoup de jeunes qui démarrent leur vie professionnelle. De jeunes, de nouveaux, il faut faire sa place, les autres regardent, sont persuadés qu'il va se casser la figure, qu'il faut l'habituer, il faut le comprendre. Alors je dis, ça, c'est l'équivalent d'un parcours initiatique. Bon, j'ai parlé des livres de science-fiction, c'est vrai qu'il y a toujours un parcours initiatique. Dans Le Seigneur des Anneaux, en plein, il y a toujours un parcours initiatique dans la science-fiction, et maintenant c'est l'équivalent, c'est la transition entre la vie étudiante, enfin lycéenne, étudiante, et la vie professionnelle. C'est là que se situe le parcours initiatique, qui n'est pas du tout facile, et il y a des dégâts, il y a des gens qui sont cabossés, il faut vraiment les récupérer. Alors, il y a les pièges, voilà. Les qualités des gens doués, dont on penserait que ce sont des atouts, dont ce sont des atouts d'ailleurs, se transforment en pièges et se retournent contre les gens. Et ça, il y en a toute une série. Alors, je vais en mentionner quelques-unes, mais il y en a d'autres. Seulement, vous direz, il y en a d'autres que vous n'avez pas donné. Il y a la rapidité d'esprit. Alors, la rapidité d'esprit, elle est tout à fait... c'est pas un entraînement, elle est vraiment de naissance. Il y a le professeur Habib, Michel Habib à la Timone à Versailles, qui fait des études par IRM, et il compare ce qu'il appelle une population standard et une population douée. Et IRM, ça va plus vite, les connexions se font plus vite, la transmission de neurone à neurone, ça va plus vite. Bon, il y a plus de neurones et la substance blanche en dessous est plus riche, qui les alimente est plus riche. Alors moi longtemps j'ai dit, mais c'est comme un métro qui s'arrêterait simplement en correspondance. Et j'en parlais avec Jean-Charles Terrassier, vous savez, c'est celui qui a écrit le premier livre sur les enfants doués et qui a vraiment créé la première association, enfin depuis très longtemps. Et lui dit, moi, comme il habite Nice, il dit, moi je dis, prends pas l'autoroute, quand on prend pas l'autoroute, mais on prend des petites routes et on s'arrête à tous les villages. Alors chacun a vraiment l'environnement, c'est le modèle de la pensée, parce que moi c'est le métro. Et voilà, donc ça va très très vite. Ce que évidemment les autres ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils se disent, soit c'est bâclé, soit ils font du zèle pour se faire bien voir, mais ça ne va pas durer, soit ils se trompent, mais ce n'est pas possible d'aller aussi vite. Et on reparle de la jalousie, bien sûr, il y a aussi, on leur donne un peu plus de travail. On se dit, puisqu'il le fait vite, ça reviendra au même. Et les gens doués qui ont peur de s'ennuyer acceptent. Et là aussi, ils voient un défi à relever. Ouf, ça y est, il y a un défi. Alors ils acceptent, il y a le défi, ils le font. Et j'ai vu des gens qui prenaient 3 postes. C'était des postes qui étaient proches des leurs, donc il y avait des points communs, mais ça faisait quand même des postes qui étaient occupés par 3 personnes, et ils le font à eux seuls, et ils font un burn-out, évidemment. Mais il y a et la peur de s'ennuyer au départ, et ce défi, ça y est, c'est enfin un défi, je vais faire ça, ça va être bien un défi vis-à-vis d'eux-mêmes, hein, c'est pas du tout pour prouver aux gens, c'est vis-à-vis d'eux. Alors, il y a aussi, ça c'est vraiment un inconvénient, c'est l'hypersensibilité, j'en reviendrai pour autre chose, mais l'hypersensibilité qui fait que l'open space, pour les gens doués, c'est un avant-goût de l'enfer.
c'est épouvantable. J'ai parlé la semaine dernière, je ne sais pas si longtemps je le dis, je crois qu'une dame, alors les gens me laissent leur portable, je rappelle, mais je rappelle quand je peux. Et alors elle se met à chuchoter en disant je lui dis oui, vous êtes dans un open space. Elle me dit oui, m'en parlez pas. Et c'est épouvantable, on a besoin d'un territoire. Alors les gens essayent de mettre un petit jouet, des photos, une plante verte, des écouteurs quand ils peuvent. Mais les gens doués qui captent tout ce qui se passe, comme ça, qui ne peuvent pas faire autrement que d'entendre les conversations, d'entendre ce qui se dit, qui sont envahis par tout ça, c'est affreux. J'ai vu une jeune femme, finalement on l'avait mise dans un couloir, mais un couloir que les gens ne prenaient pas, et elle était bien, elle ne voyait plus personne. Mais il n'y avait pas le choix, enfin elle voulait partir parce que entre l'open space et le couloir, il y avait quand même des choses entre les deux. Alors, on a la générosité. La générosité, c'est le pire des malentendus. Les gens doués sont généreux parce qu'ils sont fondamentalement gentils, mais pas seulement. C'est parce qu'ils ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un dans la peine, de voir quelqu'un dans l'embarras. Ils ne le supportent pas, et par empathie, et aussi parce que quelqu'un dans l'embarras, ça trouble l'harmonie. Quelqu'un qui est mal, ça trouble l'atmosphère. Et les gens doués sont très soucieux de cette atmosphère, de cette harmonie. Ils ont besoin de ça, donc ils font tout pour rétablir l'harmonie. Et donc, naturellement, les gens étant égoïstes et jugeant leurs propres critères, ils n'imaginent pas qu'on puisse être généreux gratuitement. Ils disent, et ils essayent de se placer, encore une fois, ils font du zèle, ils essayent de bien se faire voir, et puis aussi, ils attendent un retour d'ascenseur. Voilà, donc ça expliquerait la générosité, il faut quelque chose. Et alors, même au niveau des États, on a tendance, à grande échelle, on a tendance à utiliser cette générosité. Alors, j'ai retrouvé, mais vraiment par hasard, une feuille, ça doit être du livre sur les adultes, mais c'est un projet puisqu'il y a des passages où j'ai des dialogues avec la directrice littéraire qui me suivait. Donc je pose des questions dans une autre couleur et elle répond dans une autre chose. Mais j'explique ça. Donc je vais vous le lire parce que c'est concis, enfin c'est clair. Donc ça s'intitule « Il est tentant d'abuser de la générosité des personnes douées. Cette propension à exploiter au plus loin la générosité et l'esprit de sacrifice des personnes douées se retrouve dans nombre de situations, donc en dehors des relations amoureuses. Que ce soit dans le monde du travail ou plus largement dans la société, la tentation est grande de mettre à profit cette disponibilité rendue plus efficace par le don intellectuel. Les métiers exigeant un certain don de soi, de l'idéalisme et en même temps que des qualités de rigueur et de conscience professionnelle à cause d'une honnêteté foncière qui ne saurait transgresser, sont exercés avec une remarquable efficacité par les personnes douées, attirées justement par des activités où la recherche du profit n'est pas primordiale. Ce serait en toute bonne conscience que les États ou certaines entreprises prennent à leur service des individus animés par un idéal. On parle de vocation, ces personnes trouveraient leur satisfaction dans l'exercice de leur métier. La reconnaissance et un salaire correct ne sont donc pas forcément nécessaires. Ce système est souvent sollicité sans que quiconque s'en émeuve, sinon les intéressés, qu'on apaise avec des paroles qui n'engagent pas vraiment leurs auteurs. Ce mécanisme sera plus banal qu'on ne le croit. Il est utilisé à plus grande échelle. Les qualités des personnes douées constituent leur plus grande faille. Donc je reviens que leurs ailes sortent contre elles. Alors, je pense que ce passage est plus ou moins dans le livre, mais c'est vrai que les gens qui sont dans la médecine, dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, on dit la vocation, les professeurs, l'armée, les policiers, on dit c'est une vocation, ils sont contents, on n'a pas besoin de les payer puisqu'ils sont contents. Et vous réfléchirez, vous verrez, c'est utilisé comme ça. Hein. Alors je ne dis pas qu'ils sont tous doués, bien sûr, il y a d'autres motivations, je ne dis pas ça. Mais c'est une propension à utiliser les qualités des gens pour les utiliser au mieux, quoi, les exploiter presque. Et alors l'autre qualité, c'est l'intuition et la rigueur. Alors ça va ensemble. Et l'intuition, c'est pareil, elle est tout à fait justifiée par l'IRM.
on dit qu'on a l'impression que les gens savent la réponse. Quand on pose une question, même résoudre un problème, quelque chose comme ça, les gens savent ce qu'il faut faire. Moi, je trouve que, je dis que c'est comme s'il y avait des petites lumières qui balisaient la route à suivre. Donc, ça, c'est la logique. Parce qu'il y a une intuition un peu instinctive, comme les chiens, les chats. Si vous avez un chien, un chat, il sait ce que vous pensez, ce que vous ressentez. De toute façon, vous ne lui expliquez pas, mais il le ressent. Et il y a les gens qui sont dans l'autre bout de la courbe ont aussi ce genre d'intuition, mais bon, ça ne va pas très loin. Mais là, avec la logique qui sous-tend toutes les activités intellectuelles des gens doués, c'est soutenu par la logique, c'est l'armature, comme l'armature d'une construction en béton, il faut une armature en fer. Eh bien, avec ça, l'intuition fonctionne très bien, elle ne peut pas se tromper. Il y avait dans une grande société d'origine américaine, mais c'était à Paris, il y avait quelqu'un qui était Mensa et il avait la réputation de pouvoir résoudre tous les problèmes. Mais comme c'était mentalité américaine, il n'y avait pas la jalousie, l'envie, il n'y avait pas tout ça. Et tout le monde était assez content de l'avoir sous la main parce que quand on n'arrivait pas à résoudre un problème, on allait le voir et il trouvait une solution. Et c'était pratique, tout le monde trouvait ça pratique et personne n'était jaloux, on trouvait que c'était bien. Mais c'est pas exactement. Les gens avaient adopté la mentalité un peu américaine. Parce que ce qui se passe quand les gens arrivent avec une fulgurance au résultat, les autres demandent d'expliquer, de prouver. Et ce n'est pas possible. Quand vous avez, tout d'un coup, vous avez comme un flash, mais ce n'est pas un flash miraculeux, c'est le cerveau qui a fonctionné vite. Vous voyez la solution, vous voyez le chemin à suivre. Si vous devez justifier, expliquer, c'est comme tout à l'heure les explications, ce n'est pas possible. Il faudrait tout étayer point par point et ça semble arbitraire même. Pourquoi tu as pensé ça, pourquoi tu as dit ça et pourquoi tu en es arrivé là et on n'y arrive pas du tout. Et ça, les gens doués sont tout le temps confrontés à ce genre de choses. Quand je vois des adultes qui reprennent des études, je vous ai dit, souvent ils ont dû interrompre parce qu'ils avaient échoué, il fallait qu'ils travaillent, on avait assez des études, ils ne réussissaient pas leurs examens, même parfois c'est jusqu'au bac, ils n'arrivaient pas à réussir parce qu'ils ne savent pas travailler, les adultes, les gens doués ne savent pas travailler. C'était trop facile et puis il n'y a pas de technique. C'est trop facile et tout d'un coup la facilité trouve ses limites, il n'y a pas de technique et selon leur environnement familial, ça s'arrête. Et donc, ou alors ils en ont assez, ils sont dégoûtés des études et ils arrêtent. Et donc je les envoyais à Hélène Catroux qui faisait de la gestion mentale, qui avait travaillé 30 ans avec Antoine de la Garandrie, qui a mis au point ce principe, en fait théorie, c'était une théorie, où il y a des gens qui ont besoin de voir quelque chose pour le comprendre, de voir un schéma, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre expliquer, ou qui ont besoin de s'entendre à haute voix. Il y a des gens qui accompagnent avec des gestes, c'est les comédiens souvent associent des gestes et leurs textes, et il y a des gens qui comprennent et ça passe par le ressenti. Donc ce ressenti, ça passe par l'intérieur de soi et ça ne peut pas tromper. Et quand les gens venaient me voir après avoir fait un bilan, ils disaient maintenant je sais comment je fonctionne et ce que je comprends, j'ai besoin que ça passe par le ressenti. Et la plupart des gens doués fonctionnent comme ça. Et ça fonctionne bien et c'est même, on ne maîtrise pas. Mais ce qui oblige les gens à être sur le qui-vive quand ils sont dans un groupe, dans une entreprise, parce que s'ils sont trop souvent à sortir des choses justes, mais qui ont l'air de tomber du ciel, on va les regarder avec méfiance, ils vont se faire attaquer, ils vont susciter la jalousie. Donc ils sont obligés de faire attention, parce que ce qui leur semble tout naturel ne semble pas du tout naturel aux autres. Et je vois des gens qui sont à la limite de la dépression, par exemple, l'entreprise a un projet, eux voient ce qui va arriver si on continue, ils disent on va dans le mur, il y a des réunions, chacun s'écoute parler, chacun est très content d'avoir parlé, de s'être écouté parler, ils n'ont pas avancé d'un poil, ils n'ont pas écouté celui qui faisait son Cassandre en disant ça ne va pas, et après ils se quittent en disant on a bien travaillé, ils sont très contents d'eux, et les Cassandres on n'en tient pas compte alors qu'ils ont raison, et il
y a des sociétés qui se cassent la figure comme ça. Il y a des gens qui m'ont dit pourtant. Alors évidemment, ça fonctionne quand c'est le patron qui est comme ça. Le patron, il a 3 coups d'avance, il a même plus, il a 10 coups d'avance sur les... Il voit. Et comme il est patron, il est tranquille, personne ne va lui dire pourquoi justifie. Alors non seulement il voit ce qui va arriver, il voit l'enchaînement, mais en plus, il voit ce que vont faire les concurrents. Il anticipe les concurrents. Alors, il gagne à tous les coups, ça c'est sûr. C'est comme ça que les gens font des fortunes. C'est qu'ils fonctionnent comme ça, un peu, de toute façon, à l'instinct. Enfin, on dit à l'instinct, mais c'est pas l'instinct, c'est ça, c'est l'intuition et la logique. Et en même temps, ils écrasent les concurrents, qu'ils prennent comme associés, comme ça, ils sont tranquilles. Ça ne va pas être des rivaux. Et bon, ça fonctionne comme ça. Alors si on met trop souvent en doute la parole des gens doués, la vie des gens doués, si on est tout le temps en train de contester, de critiquer, ça, on arrive à ce qui est le danger le plus grand pour les gens doués, c'est le sentiment d'imposture. Et quand j'en parle aux gens que je vois, ils disent ah oui, c'est vrai. Et on retrouve ce sentiment d'imposture à tous les tournants. Et c'est très facile de savoir comment il s'installe. C'est que les gens doués ont trouvé les solutions, ont eu des idées nouvelles, enfin, ont été beaucoup plus vite et beaucoup plus sûrement que les autres, mais que ça ne leur a demandé aucun travail. Ils n'ont pas eu besoin de fournir des efforts. On a l'idée que pour arriver à ce à quoi ils arrivent, il faut fournir des efforts, il faut se donner beaucoup de mal, il faut réfléchir, il faut passer beaucoup de temps. Et eux, ils n'ont pas passé beaucoup de temps, ils ne nous ont pas donné beaucoup de mal, ils ont fonctionné selon leur rythme propre et ça a fonctionné très bien, très vite. Donc, c'est que quelque chose ne va pas et on arrive un peu à l'idée qu'il y a un bon génie qui a dicté et puis un jour le bon génie va disparaître ou se transformer en mauvais génie et là tout le monde s'apercevra que les gens sont nuls, qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, qu'ils peuvent se tromper, qu'ils se trompent tout le temps je pense que les gens, l'entourage des gens doués n'est pas mécontent de les déstabiliser un peu de cette façon-là. Et l'imposture arrive à tous les tournants. Alors pendant les vacances l'été dernier, j'écris des chroniques pour Internet et j'avais écrit 2 chroniques, une sur les enfants rebelles. Là, il y a des enfants doués qui veulent rien accepter, là, il n'y a que qui font la loi, et des enfants qui ne veulent pas admettre qu'ils sont doués. Et dans les 2 cas, je débouchais sur l'imposture. Donc j'ai écrit une 3e chronique sur l'imposture, mais elles ne sont pas encore pareilles. Les enfants rebelles, ils parlent pas les 2 autres. Et je débouche sur l'imposture. C'est-à-dire que les enfants aussi ne veulent pas être considérés comme doués parce que ça va leur mettre une pression et ils se disent mais non, je ne suis pas doué. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent de toute façon, tout le monde se reconnaît dans les descriptions. Quand la description est un peu trop floue, un peu trop vague, ils disent je me reconnais, mais évidemment, mais tout le monde se reconnaît et tout le monde n'est pas doué, donc je ne suis pas doué. C'est une espèce de syllogisme comme ça et on ne peut pas les en sortir. Ça explique aussi que les gens s'entourent de rituels, de gris-gris, on peut s'étonner de voir des gens qui ont bien réussi dans la vie, qui ont des petits objets, quelque chose qui ressemble à des manies, c'est des rituels, moi je fais toujours ça, parce que ils ont l'impression qu'ils conjurent le sort, un mauvais sort qui va leur tomber dessus. Mais le sentiment d'imposture est une des plus grandes faiblesses des gens doués quand ils n'ont pas conscience. Petit à petit, ils prennent de l'assurance. Alors ils ont eu de la chance, ils ont eu une scolarité facile, tout s'est bien passé, ils ont moins d'état d'âme, mais vraiment sinon c'est quelque chose. Et au travail c'est mortel. Surtout je vous dis, les autres ne sont pas mécontents. Puis il y a des gens ils sont rassurés une fois. Quand ils réussissent, ils sont rassurés, mais ils sont rassurés une fois. Et puis après ça recommence. Alors, en même temps, je connais des gens extrêmement brillants qui disent moi j'ai 100 QI, ce qui bien sûr n'est pas du tout possible. C'est qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils ne veulent surtout pas être intelligents parce que aussi ça mettrait une pression. Mais sinon, c'est pas possible. Hein. De temps en temps, les adultes que je vois en test sont toujours doués parce que c'est un tel parcours du combattant pour arriver à boire, ils doivent attendre, donc ça se mérite et ils sont doués. Mais je vois des enfants qui parfois sont en colère, mauvaise tête, sont dans un état
de révolte totale, et alors ils sabotent le test, ils n'ont pas voulu le faire, ils sabotent, ils répondent n'importe quoi, ils disent je ne sais pas, enfin, et ils ont 100. Et bien ça va pas très loin. Hein, alors je dis, il faut le minimum pour être en classe, ça va, en 105, en classe ça va, dans les petites classes, c'est un prénom, mais ils font le minimum, mais ça va pas très loin, hein, c'est un peu impressionnant. Donc quand les gens disent moi j'ai 100 QI, c'est pas possible, il faut savoir. Autre qualité mal vue, c'est le perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, il est mal vu parce qu'il fait perdre du temps, parce que ça donne des gens qui semblent tatillons. Là, pour une fois, leur rapidité n'est pas de mise, non, il faut vérifier des choses. Et eux ne peuvent pas bâcler. Quelqu'un de doué ne peut pas bâcler son travail, il en va de l'image de lui-même. Bâcler, c'est abîmer sa propre image. On n'est pas dans ce qu'on fait. Donc ce n'est pas possible. Et ils ne peuvent pas être différents. Et donc ça fait perdre du temps, le reste de l'équipe n'est pas content, la hiérarchie n'est pas contente parce qu'il y a quelqu'un qui est là en train de l'air qui semble mettre des bâtons dans les roues. Et ça peut générer une colère de l'employé contre le patron et l'inverse. Et alors, à propos de colère, j'ai vu ça sur Internet hier. Vraiment, c'est tout récent, mais je ne sais même plus où. J'ai regardé comme ça mes mails. Et c'est un des mails que j'ai reçu, mais je ne sais plus quel site. Et on disait, pour calmer les employés, il faut prendre une poupée vaudou et l'appliquer à l'image du patron. Voilà. Et ça calme les employés. Alors, moi, je ne conseillerais pas ça, hein, parce que c'est un peu dangereux, ça me paraît un peu extrême. Et puis en plus, il y a des retours, je ne sais pas, enfin, je ne conseillerais pas ça. Et alors, c'était bien sûr une étude américaine, bien sûr, je crois en Californie, bien sûr. Et après, mais je n'ai pas tout vu parce que je n'ai pas eu le temps. Et après, on voyait deux femmes à la suite, américaines, qui parlaient de ça. Et alors, c'était un immense amphithéâtre. Et il n'y avait pratiquement que des hommes, et elle leur faisait arriver sur scène, à côté d'elle, un type avec une cible. Il avait un casque. Personne n'a vu ce truc? Non? Donc, je me demande comment j'ai reçu ça. Il avait une cible sur le... C'est parce que je devais venir ici. Une cible, et alors les gens devaient jeter des avions en papier sur lui. Et c'était l'image des flèches du vaudou. Ça me paraît très américain, mais en fait, je trouve étonnant qu'on en vienne là en disant quand les employés ne sont pas contents contre leur patron, c'est très simple. Hein, qu'à cela tienne, on prend une poupée, c'est un peu inquiétant. Alors, je disais l'hypersensibilité, j'en ai parlé pour l'open space, et l'hypersensibilité est naturellement une qualité parce que ça permet de capter l'état d'esprit des gens, de savoir comment les prendre. Par exemple, un commercial qui a cette sensibilité, il saura davantage parler à son correspondant, à son client, parce qu'il va capter un petit peu comment il est. Donc cette hypersensibilité est aussi un atout, mais elle est évidemment considérée comme une faille, et en plus une faille qu'on ne peut pas arranger. Et c'est très agaçant, c'est assimilé à un manque de maturité, et on dit que non, c'est comme ça. Alors j'ai vu, ça m'est venu à l'esprit, puis je préparais pour une conférence ultérieure, une petite fille qui avait 155 de QI, maxi, en verbal, mais elle avait raté les cubes. Alors je pense que vous, enfin pour la plupart vous connaissez les tests, les cubes, c'est des cubes rouges, blancs, il faut reproduire des modèles. Alors elle avait raté les cubes, donc elle avait 155 en verbal, elle avait moins ailleurs parce qu'elle avait paniqué. C'est pas qu'elle pouvait pas, c'est pas qu'elle avait des difficultés particulières, mais elle avait complètement paniqué. Elle n'arrivait pas d'un coup, normalement elle fait tout d'un coup très bien, très vite. Là, elle faisait pas très bien très vite, donc elle s'est affolée, comme c'est chronométré, comme on s'arrête à 2 échecs successifs, ça a été la catastrophe, elle a complètement raté. Mais ratée parce qu'elle s'était affolée. Comme elle avait 155, en plus elle était du début de l'année, je dis il faut qu'elle saute une classe. Logique. Surtout qu'elle était dans une classe à double niveau, elle pouvait tout à fait passer sans drame.
Alors les parents tout contents arrivent, la directrice, votre psychologue me prend pour une débile, c'est votre psychologue qui est débile, elle se moque de moi, elle demande l'avis de la psychologue scolaire, qui dit mais non, c'est pas possible, regardez, elle a raté un test, et puis on dit bien qu'elle sait pas gérer ses émotions, donc on la maintient, alors on la maintient en CE1, un truc comme ça, on la maintient en CE1 puisqu'elle sait pas gérer ses émotions. Et voilà. Donc cette petite fille, alors je sais pas, les parents m'ont pas rappelé, j'avais rédigé un papier expliquant, et moi j'avais dit, oui, elle panique, mais on va lui donner des méthodes de travail. Quand elle aura appris à travailler, quand elle saura, au lieu de paniquer, quand elle n'arrive pas à faire quelque chose, on lui dit ce qu'il faut faire, on lui dit voilà, tu te poses comme ça, tu réfléchis comme ça, tu reprends autrement, tu te reformules les choses, enfin, justement en gestion mentale, il y a toutes ces techniques, ils s'en sortent, hein, ça y est, c'est fini. Surtout pour les enfants, c'est facile. Et là, au lieu de ça, on dit elle n'est pas mûre et on la laisse mariner alors qu'elle savait tout. Et alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être changé d'école, je ne sais pas. C'est pour dire qu'après, ces enfants-là grandissent et se vivent avec cette image d'eux-mêmes complètement abîmé, complètement de quelqu'un qui est trop émotif, est fragile. Alors ils ne se défendent pas, ils ruminent, quand ça ne va pas, ils rejouent les scènes, ils tournent en rond, ils sont écorchés. Je ne dis pas qu'on peut tout à fait lutter contre cette hypersensibilité, mais on peut arriver à faire avec. Alors je préconise, moi, toujours les sports de combat, vraiment, même je n'en fasse pas, mais je connais des gens qui en font et j'ai eu beaucoup de clientes qui faisaient du kung-fu. Parce que ça apprend une bonne maîtrise de soi, ça apprend à se situer par rapport aux autres. Il y a aussi des règles qu'on peut respecter dans les sports de combat, ou alors les activités manuelles. J'ai une dame qui m'a téléphoné cette semaine, elle a vécu des épreuves dramatiques qui n'étaient pas du tout de son fait, hein, c'était autour d'elle, et elle m'a dit heureusement que j'ai de la peinture. Et alors en plus, les gens doués sont doués aussi pour des activités manuelles et artistiques. Alors la peinture, la sculpture, ce genre-là, travailler la terre, ça donne une force. Faire une œuvre comme ça, quelque chose de concret, ça donne une force. Il y a des gens qui en peuvent, ils ont un garage qu'ils ont transformé un petit peu en atelier, ils travaillent le bois, ils font des choses comme ça. On puise de la force là-dedans, ça calme. Ou alors, et on dit d'ailleurs qu'une activité manuelle comme ça, c'est l'équivalent d'une méditation. Mais on peut aussi faire des gâteaux, hein, et les décorer bien, on peut faire des choses comme ça. Ou alors élaborer des projets. Mais ça peut être des projets, on n'est pas obligé de projeter quelque chose qu'on ne fera pas. Ça peut être la décoration d'une pièce, ça peut être, mais élaborer des projets. Quelque chose de concret, de précis. Ça repose l'esprit. Ça permet de ne pas tourner comme ça en rond, de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Et alors, autre point qui est pas de rapport, genre de chapitre, c'est les problèmes qui surgissent là où on ne les attend pas. Par exemple, c'est quand une situation familiale est recréée dans les relations professionnelles et que les gens n'y pensent pas tout de suite, ça prend des proportions absolument explosives. Par exemple, vous prenez un type qui a dû travailler dur pour arriver au poste où il est, parce qu'il n'avait pas d'argent, il a dû faire ses études et travailler en même temps, mais travailler vraiment en même temps. Il n'a pas pris de vacances, il s'est monté à la force du poignet et il veut que ses enfants, il veut faciliter la vie de ses enfants et il trouve que ses enfants se laissent un peu vivre, commencent des études, ils changent, ils ne sont pas très emballés, ils ne sont pas enthousiastes, il trouve un peu glandeur. Et surtout si c'est un fils, ça l'énerve encore plus. Et sur les filles, bon, ça m'arrive. Et donc, oui, on accepte beaucoup plus à l'échec scolaire des filles. On pense que c'est pas tout à fait dramatique. Et même il y a quelques décennies, une trop grande réussite scolaire, enfin universitaire, on dit ah mon Dieu, on ne trouvera jamais un mari, comme disait Marilyn Monroe. Et alors, ce type s'énerve
contre un employé qu'il associe à son fils. Et pour peu que ce jeune homme ait un père aussi exigeant, un peu autoritaire, c'est la catastrophe, parce qu'il y a de l'affectivité derrière. Alors, chez eux, ils se ménagent, plus ou moins, entre père et fils, parce qu'il y a une certaine affectivité, une affection, il y a un passé, puis il y a une mère, plus ou moins, qui essaye de temperer. Mais là, c'est à l'état brut, il rejoue la scène, c'est comme du psychodrame, il rejoue la scène, mais complètement. Et ça devient épouvantable. Et en général, je vois la victime. Mais ça cesse. Une fois que les gens ont compris pourquoi c'est aussi dramatique, eh ben ça se calme. Ça se calme assez vite. Mais enfin, chacun y a laissé des plumes, parce que le jeune peut être complètement déprimé et ça peut prendre un aspect dramatique. Et celui qui est au-dessus peut, enfin sa santé, s'il est hyper tendu, quelque chose, c'est un peu dramatique. Il y a aussi des cas que j'ai vus j'ai vu plusieurs fois. C'est un aîné et une cadette. Les cas que j'ai vus, c'était des femmes, mais ça doit être une aînée et une cadette. Alors, à la maison, l'aînée se comporte, une aînée plutôt sans caractère. Elle se comporte comme une aînée qui a son caractère, c'est-à-dire, elle est très autoritaire, elle critique la cadette, elle lui est exigeante, elle est jamais bien. Et la cadette a une admiration éperdue pour l'aîné, veut avoir son assentiment, a toujours peur de dire des bêtises, donc il est un peu ratatiné, et ça fait ce type de relation. Là-dessus, au travail, ça se retrouve, cette configuration se retrouve. Et celle que j'ai vue qui était emblématique, c'est que les deux avaient le même prénom, les deux aînés, et les deux cadettes avaient le même prénom. Donc c'était encore pire. Et ce qui était encore pire, c'est que ces deux aînés, qui étaient donc aînés ou dans une position hiérarchique supérieure, étaient moches, et les cadettes étaient jolies. Donc vous imaginez, et moi celle que j'ai vue, c'était donc une jolie cadette qui identifiait sa chef à son aîné avec le même prénom, qui m'avait dit après, ça y est, sa sœur est venue la chercher à son travail, elle est hyper féminine, alors que l'autre n'est pas du tout, enfin. Mais on imagine, ça prenait des proportions, et celle qui est venue me voir, je crois que pendant les 3 premières séances, elle a pleuré, elle ne pouvait rien faire d'autre que pleurer. C'était épouvantable. Et puis, quand elle a pris conscience de ça, elle a pu réagir. Ce n'était pas sa sœur aînée. Elle a même réagi vis-à-vis de la sœur aînée, qui était aussi toujours autoritaire, alors que ces gens-là avaient passé 30 ans. Mais était toujours autoritaire, et elle a pris conscience de ça, et ça a été beaucoup mieux sur tous les plans. Mais ça peut prendre des proportions épouvantables quand on rejoue une scène familiale dont on n'a pas tellement conscience d'ailleurs, parce que ces histoires, les cadets ont toujours vécu comme ça, et ça leur paraît normal. J'ai vu, là, c'est hier, non pas hier, parce que jeudi, j'avais vu un petit garçon qui ne parlait pas, même les parents étaient étonnés qu'il réussisse à répondre au test, parce qu'il ne parle pas une langue qu'il ne connaît pas. Mais ça a été du boulot, elle l'apprivoisait. Et alors, je lui avais dit au petit garçon, j'ai dit, mais parfois ton frère aîné doit te critiquer. Il me dit, non, pas du tout. Je dis, mais il se moque pas de toi, il trouve pas qu'il y a des choses que tu sais pas, que tu devrais savoir. Non, pas du tout. Et après, les parents m'ont dit, oh là là, mais il ne fait pas de cadeaux, il l'embête. Et alors le petit garçon n'osait pas parler parce qu'il a toujours peur de dire des bêtises. Il y a des bégaiements qui arrivent comme ça. Et ça passe vite, hein, quand l'histoire des enfants, non, c'est pas pareil, mais quand ce sont des adultes qui revivent, ça passe vite. Quand je parlais des relations familiales qui se revivent, il faut y penser, hein, quand vous vivez, quand vous voyez ça autour de vous, il faut y penser parce que c'est une clé. Parce que les gens que je vois sont dans un état catastrophique. On dit, on parle d'estime de soi, c'est quasiment de la nouvelle langue, hein, estime de soi, je trouve. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir constamment une bonne estime de soi, ce n'est pas possible. On peut être content parce qu'on a pu résoudre un problème, on a réparé une machine en panne, on a trouvé une solution, on a porté un diagnostic qui était compliqué. On est content, mais on est content ponctuellement. On ne va pas dire je suis le meilleur et ça va être tout le temps comme ça.
il vaut mieux pas compter sur l'estime de soi pour se récupérer en cas de malheur. C'est vraiment... il faut savoir qu'on est faillible, il faut savoir que s'il y a des hauts et des bas, ce n'est pas l'imposture, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on essaye de vendre l'idée estime de soi et on court après, c'est comme courir après le bonheur, il fuit. Non, c'est pas ça, le bonheur est à l'horizon et il fuit, voilà, c'est ça. L'estime de soi, c'est pas quelque chose qu'on aura, on fait avec, on se réjouit quand ça va bien, on prend confiance, on a du courage, mais ça reste là, faut pas compter là-dessus. Et parce que l'un des défauts des gens doués, c'est qu'ils ne savent pas se vendre. C'est terrible, ils ont l'impression qu'ils se vantent, qu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de dire qu'ils sont les meilleurs, que les autres ne sont pas bons. Ce n'est pas possible. Je vois des gens qui qui font une reconversion professionnelle, une jeune femme qui disait mais ma coach, elle me dit voilà, je suis très bien, mais je ne sais pas me vendre, il faut que j'apprenne à me vendre. Et moi, je me dis que c'est pas possible. On ne peut pas se vendre. Je ne crois pas que quelqu'un de doué puisse dire moi je suis le meilleur. Il procède autrement. De toute façon, quand quelqu'un de doué s'adresse à des gens doués, l'autre le capte et ça va bien, et s'il s'adresse à quelqu'un qui n'est pas doué, il vaut mieux pas. Alors, c'est vite vu, mais se vendre comme ça dans l'absolu, je crois que quelqu'un de doué ne sait pas le faire. Alors on en arrive aux pervers. Voilà. Alors les pervers, je crois que la société favorise les pervers maintenant. Elle favorise largement le pervers, on dirait un robot qui a tous les attributs du parfait, la personne qui veut être. Il a l'air d'être juste, d'être humain, d'être équitable, d'être attentif aux salariés. Il se passe de toutes les qualités qu'il doit avoir, et une fois qu'il a le poste, il se déchaîne. Et il se déchaîne surtout contre les gens doués. D'abord parce que les gens doués, ils craignent un peu la perspicacité des gens doués, et en plus c'est plus intéressant de démolir quelqu'un qui est doué que quelqu'un qui ne l'est pas. Pour lui, c'est peut-être un défi plus grand. Et il faut savoir que les pervers, pour eux, la vérité, ça n'existe pas, c'est leur vérité. La vérité, le mensonge, ça n'existe pas. Le bien, le mal, ça n'existe pas. C'est eux qui font la loi, c'est eux qui font les règles. Et ça ne se discute pas. Et ils imposent ça. Et alors, ça peut paraître inconcevable. Et les gens doués ne peuvent pas imaginer que d'autres puissent être des êtres humains, apparemment humains, puissent être aussi insensibles, aussi mauvais, aussi destructeurs. Ils n'imaginent pas. Alors on trouve des excuses, le pauvre, alors l'enfance, je ne sais pas, tout ce qu'on veut. Et il n'y a pas d'excuse pour les gens pervers. Il n'y a aucune excuse. Mais le pire, c'est que la société les favorise. J'avais vu une dame, pas très longtemps, elle arrive avec une canne et elle me dit oui, j'ai eu un AVC parce qu'à mon travail, elle me raconte qu'à son travail, le type était épouvantable, donc elle a fini par faire un AVC. Et elle m'explique qu'ils étaient 8 dans le service du type et tous les 8 ont eu quelque chose. Il y a eu cancer, il y a eu suicide, il y a eu dépression nerveuse, il y a eu tout ce qu'on voulait sur les 8, tous ont eu quelque chose. Et c'était une administration, c'était dans une administration, j'ai oublié, la santé, je crois, ou la justice, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que vous croyez? Le type a été promu. Il a perdu son service, parce que tous les 8 étaient KO, mais il a été promu. Alors les autres elle était en longue maladie, je ne sais pas si elle pouvait reprendre, parce qu'elle elle marchait avec une canne, elle ne pouvait pas rester assise longtemps, à cause de son AVC. Voilà, alors la société les favorise et en fait ils font tout, la rétention d'informations, ils demandent pour le lendemain matin, le soir tard, ils demandent quelque chose pour le lendemain matin. Et quand je dis que ça les favorise, c'est même vrai, je pense que quand il y a des scandales avec l'humanitaire, je crois qu'il y a des gens qui rentrent, 9/10 des gens, ou la plupart des gens qui rentrent dans l'humanitaire rentrent
par générosité, justement, pour rétablir la justice, rétablir l'ordre, pour qu'il n'y ait pas de gens qui souffrent, c'est intolérable de savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Mais il y a une toute petite frange qui rentre en disant « c'est formidable, je vais avoir un champ d'action magnifique, tous ces enfants, toutes ces femmes démunies qui n'oseront jamais se plaindre, qui sont sans défense, alors là je vais pouvoir m'en donner à cœur joie, sans sanction, sans encourir de sanctions. » Et ils sont rentrés dans l'humanité par perversité, et pas du tout par générosité, mais ils ont joué le jeu. C'est sûrement vrai aussi pour les religieux, qui rentrent comme ça, on ne le sait pas, ils disent qu'ils ont la vocation, ils jouent la comédie de toute façon. Et puis en se disant, mon Dieu, tous ces enfants, c'est formidable, je vais m'occuper d'enfants, et là vraiment j'ai ce qu'il faut, c'est magnifique, c'est Byzance quoi, c'est l'abondance. Et oui, alors les pervers, effectivement, ça peut mener les gens au désespoir si jamais les gens ne sont pas soutenus par des gens qui les aiment. Ça peut les amener à des situations extrêmes. Et d'ailleurs, on voit bien que il y a des entreprises où ils s'en vont par paquet de douze. Ils s'en vont des mouches, tombent comme des mouches. Alors, les qualités des gens doués, c'est... il y en a beaucoup plus que ce que je vais dire, mais celles qui peuvent être utiles. Il y a la curiosité d'esprit, qui permet de saisir ce qui se passe dans l'air, de capter des idées, de pouvoir en faire quelque chose, qui sait les reconnaître. Il y a l'audace intellectuelle, j'en parle dans les comptes rendus, l'audace intellectuelle qui fait qu'on ne s'arrête pas aux idées reçues, on peut aller plus loin, on peut faire quelque chose. C'est pas l'audace physique, c'est intellectuel, on n'a pas peur d'avancer dans des terrains inconnus, de défricher. La persévérance, la ténacité, on ne se décourage pas facilement. La cohérence, le souci d'harmonie, ça, le souci d'harmonie et de cohérence, c'est vraiment une des caractéristiques. C'est comme pour un musicien, des fausses notes. Il ne pourrait pas supporter de jouer quelque chose avec des fausses notes ou d'entendre de la musique avec des fausses notes. Il y a le détail, ne pas supporter, je l'ai parlé dans le perfectionnisme, ne pas supporter qu'un détail ne marche pas, parce qu'avec leur imagination, il y a l'imagination aussi, mais ça va de soi. L'imagination, ils envisagent toutes les catastrophes qui pourraient arriver. Et si un détail ne fonctionne pas, et de fait, c'est comme ça qu'il y a des ponts qui s'écroulent, des barrages qui cèdent, des immeubles qui s'effondrent. Et en préparant, ça m'est revenu un dessin que j'ai vu il y a très longtemps, mais qui m'avait énormément plu. Et je pense qu'il va vous plaire. On voit en fond la tour de Pise, toute droite, et devant, on voit deux types en habit Renaissance, enfin, pourpoint, et il y en a un qui a un rouleau de parchemin à la main, donc ils sont devant la tour de Pise. Il y en a un qui dit « J'ai un peu triché sur les fondations, mais ça ne se verra pas ». Moi, j'adore cette histoire. C'est un dessin, ça m'a plu. Et donc, voilà, et le doué se dit, si on néglige un détail, ça va partir il va y avoir des catastrophes, et de fait, il y en a. Mais lui, il les voit, et c'est insupportable. Alors, en fait, toutes ces qualités, tout ce que j'ai énuméré, ça rend les gens fiables. Pour ceux qui savent apprécier ces qualités, les identifier, les reconnaître, les apprécier. Pour les autres, ça reste théorique, ça reste abstrait, ça ne sert à rien. Ce qu'ils font, les autres peuvent le faire. Enfin, ce que fait quelqu'un de doué, d'autres peuvent le faire, parce qu'il le fait facilement, d'autres peuvent le faire. Alors après, on s'aperçoit que pas du tout, mais sur le moment, on a cru que c'était comme ça. Je ne sais pas si vous êtes tous passés par là, mais pas, ça arrive souvent. Et puis, il y a aussi un autre écueil dont je voulais parler, c'est que les gens, on a tendance, c'est maintenant une mode, on identifie, alors on parle par exemple des enfants à besoins différents, et on met les dyslexiques, dysorthographiques, et on met au potentiel là-dedans. Et moi je ne vois pas pourquoi, c'est peut-être besoins différents, oui, mais on les met dans le même sac que ceux qui ont vraiment un handicap dont il faut tenir compte. Alors que les gens doués sont comme tout le monde, ils ne sont pas une race à part, ils sont comme tout le monde. La preuve, c'est qu'ils réussissent les tests, mais ils réussissent mieux. La plupart, mettons, peuvent résoudre 10 problèmes, eux, ils peuvent en résoudre 15. Mais c'est des problèmes qui ont été conçus dans une suite logique.
de difficultés croissantes mais logiques. Ça n'a pas été conçu par des martiens ensuite. Donc les gens doués sont tout à fait comme les autres, mais fonctionnent plus vite, fonctionnent mieux, vont plus loin, entraînent les autres quand tout va bien, montrent la voie, trouvent les inventions, les prix Nobel, ils n'ont pas 80 QI. Tous ces gens qui ont fait des découvertes, qui font avancer la société, c'est des gens doués, heureusement qu'ils sont là. Et ils sont pas une race à part, ils sont les mêmes, mais ils mettent leur qualité en exercice, enfin à profit. Donc une société qui engage des gens comme ça, elle gagne du temps, elle gagne en prestige, elle gagne en fiabilité, elle fait preuve d'originalité, tout ça grâce de synthèse. Faire la synthèse de beaucoup de choses, ce qui aboutit à des idées originales. Non seulement il y a le prestige, mais il y a aussi la sûreté, c'est sûr, c'est fiable. Et quand les qualités des gens doués sont reconnues, ils deviennent 100 000 fois plus efficaces, et là, ça retombe sur la société, et ça correspond tout à fait au but de Mensa, qui est d'améliorer les conditions de vie des gens en unissant leur intelligence. Voilà. Bonjour. Quelle est la relation entre HP et procrastination? Ah, alors j'ai voulu en parler, non pas cette fois-ci, mais j'ai voulu quand j'écrivais. J'ai même pris l'annuaire Mensa et j'ai regardé si les gens, dans les citations qu'ils font à la fin, parlaient de procrastination, et pas tellement. Et je pense, je ne sais pas, je me dis que peut-être que les HP en souffrent plus, peut-être qu'ils se compliquent plus la vie, peut-être qu'il y a le perfectionnisme, qu'ils veulent attendre le moment idéal. Et ça ne sera jamais le moment quand on veut attendre le moment idéal. Et c'est simplement je crois que c'est dans le livre, je dis, c'est une propension humaine. C'est-à-dire, qui n'a pas un tiroir à ranger, un placard à ranger, des papiers à ranger dans sa vie? Tout le monde a ça, et qui ne le fait pas. Et chez les gens doués, ça prend ces proportions-là, peut-être parce qu'ils veulent le faire dans les meilleures conditions, au moment optimum. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et quand j'ai eu des clients qui faisaient ça, mais il faut se poser des points pour s'obliger à agir quand même. Et ça fonctionne en principe. On peut lutter contre. C'est pas une fatalité. Je peux parler fort. En fait, la question sur l'estime de soi, c'est vrai qu'on a du mal avec l'estime de soi, mais je ne sais pas si elle est utile dans le sens où s'estimer comme on estime un poids, on va dire ça peut faire un litre de lait. Si quand on a un problème d'estime de soi, on ne peut pas justement se poser la question avec notre intelligence de dire qu'est-ce que je sais faire sur ce sujet, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Pour quelque part se sortir de ce problème d'estime, de s'estimer soi-même dans le sens. Oui, au sens de porter oui, comme on estime, on dit ça doit peser dans les 20 grammes. Oui, c'est vrai, c'est pas du tout comme ça qu'on l'entend, mais c'est vrai qu'on a intérêt à bien se connaître, oui, à dire ça je peux, ça je ne peux pas. Encore que ça je ne peux pas, on peut se tromper. On peut se penser incapable de faire quelque chose et le faire parfaitement. Je crois que s'estimer soi-même, c'est pas très objectif. On risquerait, comme on ne sait pas se vendre, on risquerait de se dévaloriser. Je pense plus facilement, les gens doués se dévaloriseraient plus facilement qu'ils ne se surestimeraient. Je crois que c'est bon d'avoir un retour de quelqu'un qui dit mais non, mais là tu es très bon, là tu y vas. Je crois qu'on a besoin du regard des autres. C'est pour ça que je tourne un travail personnel là-dessus, on a besoin du regard des autres, ça c'est sûr. Je crois. Hein. Oui, bah oui. Donc, oui, je suis un peu. Vous aviez abordé les problèmes qui surgissent là où vous avez notamment cité donc, la relation Pyrénées-Chanel. Bon, ça on le retrouve partout. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport au surdoué là-dedans? Enfin, est-ce que vous pouvez un petit peu. Alors, ce qui est spécifique, c'est que c'est amplifié. Parce
oui, c'est vrai que je parle d'adultes dans le monde du travail, et c'est vrai que ça arrive à tous les niveaux, mais c'est amplifié. C'est amplifié, et je pense que le type qui a payé de sa personne, qui a travaillé comme un fou pour arriver là où il est doué. Donc il supporte encore moins bien ce qui semble une trahison si son fils ne marche pas sur ses... Ils se sont trahis, quoi, par ça. C'est pour ça que c'est encore pire. Il faut dire d'une façon générale, les gens doués amplifient complètement leurs émotions, amplifient les situations. Donc ça, c'est plus aigu et c'est plus douloureux pour un père qui s'est donné beaucoup de mal parce que il connaît la valeur du travail, il a réussi. S'il a réussi comme il l'a fait, c'est qu'il est doué. Donc son fils qui ne le fait pas, ou qui peut être doué mais qui ne fait rien, c'est encore pire. Et le fils peut se sentir écrasé par un père comme ça, alors qu'il peut être doué aussi. C'est souvent à cause du père qui est doué. Quant aux sœurs comme ça, je crois que les cadets qui sont en admiration devant l'aîné, enfin c'est amplifié, voilà. C'est amplifié. Ça arrive peut-être partout, je sais pas, parce que moi je suis faussée, je ne vois que des enfants doués. Et des adultes doués aussi. Donc je suis complètement faussée. Je ne sais pas si les autres sont comme ça. Ah, enfin, j'ai vu d'autres choses dans les CMP où je travaillais, mais j'ai quand même fait en majorité. J'ai plus réfléchi sur les gens doués, voilà, sur les spécificités. Je pense que simplement c'est exagéré. C'est-à-dire, le cadet écrasé par l'aîné, il est d'autant plus écrasé qu'il est intelligent, qu'il se rend compte qu'il a des failles. Sinon, il est inconscient, il est petit, ça va, il se laisse vivre, il est petit. Et il s'en fiche. L'aîné, c'est autre chose. Mais celui qui mesure son incompétence, qui mesure ses ignorances et sa faiblesse, c'est celui qui est doué. Donc quand il se retrouve dans une situation comme ça, c'est dramatique. Voilà, si ça répond à peu près. Merci. Vous avez dit à 2 reprises que les HPI ne savaient pas se vendre. Si, je crois, mais il faut savoir procéder autrement. Donc je vous pose la question, comment on peut procéder autrement? Est-ce que vous avez des clés? Non, j'ai surtout dit que s'ils ont affaire à quelqu'un qui est lui-même doué, ça se fait tout seul parce qu'il y a cette entente immédiate et rapide. Et s'ils sont en face de quelqu'un qui n'est pas doué, ça ne pourra pas marcher. Cette cliente dont ça me revient, cette cliente dont je vous avais parlé, la coach Adieu Salvador, elle m'a raconté qu'elle elle a vu un type, enfin quelqu'un qui pour une embauche, et c'est une très jolie fille. Elle est très très jolie, elle est très fine, elle est vraiment très jolie et très soignée. Et elle parlait, et le type l'interrompt et lui dit « Ah ben vous avez de jolies boucles d'oreilles ». Alors elle est un peu sidérée, elle est un peu étonnée, et après il lui a dit « Je vous ai dit ça pour vous déstabiliser, pour voir comment vous allez réagir ». Et bon, ça l'a sidérée, et elle n'avait plus du tout envie de lui parler finalement. Et bon, on a dit elle ne se voyait pas travailler avec quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne perçoit pas qu'il a en face de lui quelqu'un qui a une richesse, une profondeur, des qualités qui apparaissent quand même quand on parle avec les gens, quand il ne le perçoit pas, il vaut mieux pas travailler avec quelqu'un comme ça parce que ça se passera mal. Ça sera la petite boîte on se cogne, ça sera les dunes, ça sera les malentendus, ça sera les intuitions qui ne seront pas entendues. Donc non, voilà ce que j'ai dit. Alors, d'accord, ça c'était dans le cadre salarié. Oui. Moi je ne suis pas salariée, j'ai fait le choix de quitter le salariat parce que je ne m'y retrouvais pas depuis 5 ans. Alors la contrepartie c'est que je travaille à ma vitesse, j'appréhende beaucoup de domaines et je travaille vite comme je veux. Évidemment l'inconvénient c'est que il faut savoir se vendre. Et là c'est difficile parce que pour moi ce que je fais c'est du bon sens essentiellement. C'est quoi, j'ai pas entendu? Bon sens. Oui. Et quand vous avez dit mais il faut savoir procéder autrement, je me suis dit que peut-être il y avait, hors contexte salariat, des méthodes particulières pour les HPI pour savoir effectivement comment appréhender cette phase prospection. Là, je ne sais pas, non, là vous êtes quand vous vendez ce que vous faites,
vous récupérez un badge. C'est pas vous complètement, c'est ce que vous faites. Alors je ne vous ai pas suivi, excusez-moi. C'est ce que vous faites, vous vendez quelque chose. Oui, mais c'est bien la question, c'est comment le vendre, il y a la prospection commerciale, voilà, je ne sais pas prendre le téléphone, répéter comment on peut... Là, j'ai pas, c'est du commercial pur, mais ce que vous devez vous dire, vous, c'est que vous ne vous vendez pas, vous, personnellement. Vous vendez ce que vous faites, une production. Quand c'est un salarié, il se vend, lui, plus que ce qu'il fait, parce que les profils de poste sont très vastes, très flous, même s'ils sont précis, ils sont très vastes, les profils de poste. Donc c'est difficile de dire je suis bon partout. Mais là, vous vendez quelque chose que vous faites, quelque chose de précis. C'est vrai, mais qui a une connotation très personnelle en fait. Je le fais à ma façon. Et c'est peut-être ça, c'est le fait de dissocier la personne de la façon dont je le fais. Il vaut mieux vous dissocier. Enfin, vous êtes... J'entends bien, mais c'est ce processus de dissociation. Vous êtes la personne qui fait ça. C'est pas vous, vous êtes la personne qui fait ça. Vous n'êtes pas entièrement là-dedans. Si vous dites j'ai mis tout mon cœur et tout ça... Ma façon de faire. Oui, ça reste... C'est vous professionnel, c'est vous technique, c'est vous professionnel. Et les gens, ils sont sensibles ou pas. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre soi entièrement là-dedans. Je pense. C'est peut-être un peu frustrant, peut-être, ma réponse. Mais il faudrait que je réfléchisse peut-être plus, je ne sais pas. Il y a eu plein de bras qui sont levés. Oui, comme on a parlé un peu de la famille, je me demandais, est-ce que le haut potentiel, est-ce qu'il y a une histoire peut-être pas de génétique, mais dans la famille, est-ce que, je sais pas. Ah oui, c'est génétique, hein. Ah oui, c'est génétique. Oui, parce que je vous ai dit avec l'IRM, etc., les neurones, ça, c'est pas acquis, c'est génétique. Mais évidemment, ça peut ne pas être réparti également dans tout. Si une famille nombreuse, tout le monde n'aura pas le même QI. En principe, si, mais pas toujours. Je sais pas, j'avais vu une famille emblématique, il y avait 3 filles, des parents doués, ça incontestablement. 3 filles et un petit garçon. Les 3 filles, je n'avais pas vu toutes les 3, Thérastien en avait vu 2, je crois. Et les filles, elles plafonnaient très haut. Et je vois le petit garçon, qui était le petit dernier, catastrophe, il a 90. Alors, hypothèse, il était écrasé par les 3 petites sœurs qu'il considérait entre le hamster, le poisson rouge, enfin, elle ne l'entraînait pas du tout. On dit les cadets sont entraînés par les aînés, pas du tout. Elle le considérait absolument comme une petite chose sans intérêt. Alors, soit il était complètement écrasé, mais il avait 90. Alors, avec les parents, on a essayé de trouver quelque chose pour le sortir de là. Mais ça m'étonnerait qu'il soit passé de 90 à 150, alors je ne sais pas. Mais en principe, c'est un des rares cas. En principe, j'ai vu des familles, parfois, j'ai vu tout le monde, et ils sont tous très hauts. Si vous voulez bien, on va prendre une dernière question. Je sais bien qu'on peut débattre, c'est pas... Oui, ça peut durer. Ça peut durer, donc si quelqu'un a encore une dernière question. Oui. Moi j'avais une question. Quand vous parlez de personnes douées, est-ce nécessairement des personnes qui ont passé ces fameux tests dont vous parlez, vous avez fait référence à plusieurs reprises, et quel genre d'intelligence finalement, puisqu'il en existe plusieurs. Et là j'avais l'impression qu'on parlait que d'une forme, enfin c'est l'impression que j'ai eue, qu'on parlait d'une forme d'intelligence qui ont bien passé des tests, qu'ils auraient à peu près réussi. Or, moi, je me retrouve là-dedans, mais je n'ai pas passé ces tests. Enfin, je ne sais pas. Ma question. Alors, les tests mesurent... les tests, il y a plusieurs échelles. Hein, il y a 4 échelles, WAIS, il y en a 5 maintenant, WISC. Donc, ça mesure différentes formes. Et en même temps, sur le propos de travail, c'est ce qui est utilisé au travail. Ce que mesurent les tests, là, c'est vraiment ce qui est utilisé à l'école et au travail. Alors, quant aux différentes formes d'intelligence, je ne sais pas, ce sont des théories, elles ne sont pas mesurables. L'intelligence émotionnelle, enfin tout ça, l'intelligence créative, les tests qui ont existé, qui existent, sont un peu subjectifs, un peu aléatoires. En fait, c'est l'intelligence logique. C'est la seule chose avec la mémoire, avec la rapidité, c'est la seule chose qu'on peut vérifier. Et même ça, c'est des tests de raisonnement logique. J'ai dit que c'était l'armature de l'intelligence.
que même quelqu'un qui est un créatif, qui aurait des idées fantastiques, s'il n'a pas un minimum de logique, ça ne va pas tenir. L'intuition, ça ne va pas tenir. Il y a quand même ça. C'est pas que je défende les tests à tous les coups, parce que je vois des gens qui sont doués et qui ratent les tests. Alors, faut savoir pourquoi. Je vois des gens comme ça, je vois des enfants comme ça, j'ai vu des adultes comme ça. J'ai vu une femme, c'était terrible, elle avait 68, quelque chose comme ça. Et elle était fine, et c'était désolant, et on lui avait dit de passer les tests, et ce que j'ai pensé, c'est qu'elle avait été très mauvaise élève, et j'avais l'impression d'avoir en face de moi une élève qui ne savait pas, qui paniquait. Et c'est des histoires comme ça qu'il faut reconstruire. En fait, quand on passe un test, c'est pas seulement le chiffre, c'est tout ce qui s'y a derrière, la façon dont ça se passe, les réactions. Quand je vous parlais de la petite fille qui avait raté les cubes, je voyais bien qu'elle paniquait. D'ailleurs, dernièrement, hier, j'ai eu une dame j'avais vu son fils il y a 4 ans, 14, oui c'est ça, 4 ans, et il y a des choses qu'il avait ratées. Et j'avais dit, il faut absolument qu'on s'en occupe. Il est très bon en verbal, mais j'avais dit là, j'avais donné des conseils, et elle ne les a pas suivis. Et elle a voulu le mettre dans une école avec des classes pour enfants doués, et on a dit, il faut un test récent. Elle va passer un test récent dans un cabinet, pas une psychologue, dans un cabinet, et là, on trouve le gosse à moins de 100. Donc elle me téléphone affolée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne s'est pas occupée de ce qui n'allait pas. Donc le gosse s'est détérioré petit à petit, c'est-à-dire qu'il s'est déprimé. Il voyait que de plus en plus, il y a des choses qu'il n'arrivait pas à faire. Il a été rongé par une image de lui-même catastrophique et une dépression. Et donc quand il a repassé le test, il savait qu'il y avait des choses, par exemple en calcul. Il était bon en simple addition, soustraction, il était bon, mais à calcul, quand il fallait comprendre des énoncés, il n'y arrivait plus, il ne comprenait pas. Parce qu'il n'arrivait plus, il n'avait pas. Là, il avait quelque chose à mettre en place. Et ça n'a pas été mis en place. Donc il y a des choses comme ça, c'est ce qui a dû arriver à la dame aussi. C'est des choses comme ça. Donc le test, c'est aussi un instrument clinique. Et il faut voir ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui ratent. J'ai une chronique d'ailleurs là-dessus, sur les enfants qui ratent les tests. Il faut voir ce qui se passe. Dans ce cas-là, ça sert de clinique. Ça peut arriver. Je sais que quand j'étais la psychologue de médecin, je voyais des gens qui rataient à un point près. Je disais, mais vous avez dû vous affoler, vous avez dû perdre du temps. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais oui, mais vous avez raison, ce que vous avez écrit, vous avez raison. Et je me suis dit, mais je vais me reprendre. Et j'ai essayé de savoir pourquoi ils avaient raté quand c'était de peu comme ça. Enfin, j'essayais de savoir pourquoi je me servais de tout, de leur écriture, pour savoir pourquoi ils avaient raté. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas le chiffre est toujours à relativiser. Quand il est bon, il est bon. Sinon, il faut savoir ce qui se passe. Voilà, je voulais vraiment remercier Madame Ada pour sa venue qui fait aller-retour de Paris aujourd'hui, et je pense qu'on peut vraiment l'applaudir chaleureusement. Non, mais je voulais quand même vous remercier de votre accueil, de votre écoute, et j'espère vraiment que je vous ai apporté quelque chose, ouvert des voies peut-être pour une réflexion, penser à d'autres choses que vous n'auriez pas pensé, ouvert des horizons nouveaux, j'espère.